Donc, bienvenue à tous à cette conférence animée par Olivier Lequeux, ici présent, qui va vous parler de l'approche systémique de Palo Alto au coaching agile. Olivier, Yes. je te laisse la parole. Bonjour à tous. Merci pour l'intro, Jérémy. Écoutez, je suis content d'être là, moi. C'est un moment particulier pour moi parce que j'ai participé plusieurs fois à l'organe d'Agilion et c'est la première fois que je suis speaker un peu de l'autre côté. Donc, je remercie vraiment toute l'équipe d'Orga qui a vraiment fait un pari qui était osé et que personnellement je trouve réussi pour le moment. Et puis, tous ces lieux aussi qui nous accueillent, tous ces facilitateurs. Là, j'ai eu un petit verre d'eau là à côté de moi, c'est magnifique. Je me sens quand même bien préparé, on va dire. Et puis merci aussi à mes collègues de l'agence de Good qui m'ont aussi aidé à préparer cette conf. Je pense à Sébastien en particulier, bien sûr Isabelle et Grégoire. Voilà, bon, je suis coach agile, facilitateur, etc. On va passer ce slide, c'est pas très intéressant. Alors, quelle était mon intention quand j'ai commencé à voir ce mot systémique qui apparaissait un peu de partout à coller au coaching agile, j'avais un peu du mal à me rendre compte de ce que c'était. J'entendais, oui, mais c'est systémique, coach agile systémique, coach systémique. Je ne savais vraiment pas ce que c'était. Et donc, j'ai voulu vous partager aujourd'hui le chemin que j'avais fait depuis ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, je pense que j'aurais bien aimé aussi avoir une conf ou quelqu'un qui m'explique un peu de manière résumée qu'est-ce que ça venait faire là-dedans, d'où ça venait, qu'est-ce que ça voulait dire. Alors, quand j'ai ouvert cette porte-là, en fait, il y a tout un monde gigantesque derrière, scientifique, avec plein de chercheurs, plein de domaines, etc. Le périple pour essayer de naviguer dans ce monde-là est infini. Hein. Je pense que c'est un domaine qui est pour ça qui est très bien, c'est qu'on n'aura jamais fini d'apprendre. Donc voilà, le premier angle, c'est un angle un peu naïf. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est systémique et pourquoi ça se raccroche à l'agilité? Et puis avec l'angle de l'école de Palo Alto, puisque ça prend racine quand même pas mal sur ce qu'on appelle l'école de Palo Alto, qui était pour moi un mot un peu comme systémique. Qu'est-ce que ça voulait dire, ce truc de Palo Alto? Donc les angles de vue que je vous propose, c'est déjà de vous partager quelques repères historiques pour essayer de remettre ça dans un contexte de comment ça s'est créé, comment ça a évolué, et avoir un petit regard rapide systémique sur le manifeste agile, et puis vous proposer une de mes expérimentations plutôt, dans le cadre de l'accompagnement d'un vrai client, un accompagnement a priori agile, mais aussi quelque part systémique. Alors, avant de commencer, j'ai besoin qu'on partage un peu ce que ça veut dire un système et 2-3 mots de vocabulaire. Donc, ce que je vous propose, c'est simplement de prendre 5 minutes dans votre groupe et d'échanger sur la définition que vous pourriez donner sur ce que c'est qu'un système. Okay. Vous pouvez élire un timekeeper, quelqu'un peut-être un scribe, un porte-parole. Je ne sais pas combien on a de groupes, mais si on est plus de 2 ou 3, peut-être que ça va être compliqué de partager les définitions. Mais en tout cas, c'est intéressant de vous poser ensemble et de discuter un peu sur qu'est-ce que ça voudrait dire un système, quelle est la définition. Donc, je lance le chrono et puis je vous laisse discuter entre vous. Peut-être que nous, il faut qu'on coupe le son. Je vais couper le micro de mon côté. À tout de suite. Qu'est-ce que c'est qu'un système? Trouvez une définition commune dans votre groupe. Bon, on va reprendre. Je vois que mon groupe patauge un peu, donc je me dis qu'il y en a peut-être d'autres qui pataugent un peu. On n'a pas sorti la bonne. Alors, j'aimerais bien qu'il y ait un groupe ou deux qui partagent leurs réflexions et s'ils ont réussi à aboutir à une forme de définition. Ça peut être sympa. Donc, allez-y. S'il y a quelqu'un dans un des groupes qui veut prendre la parole pour dire un petit peu. Oui, Allez, volontiers. T'écoute. Je crois que ce qu'on a dit brièvement, c'est qu'un système, c'est un ensemble composé de plusieurs éléments, de plusieurs entités, éléments, objets, et qui sont en interaction et qui est régi par des règles
ou pas, selon les entreprises. C'est amusant. Merci. Merci. Un autre groupe? Allez, lancez-vous. Même si c'est imparfait, c'est pas grave. Au moins, vous puissiez nous raconter votre réflexion. On peut te faire une liste parce qu'on n'a pas fait de définition, mais on a fait une liste. Et donc, on est d'accord avec le premier groupe sur interaction de composants internes, externes, qui a un fonctionnement des règles, des processus. Et on y a rajouté qu'il était limité, qu'il avait des frontières. Un système, il est fini, quoi, et qui cherche à s'équilibrer ou à se stabiliser tout seul. Ce qui fait qu'on ne peut pas toucher une partie sans risquer de déséquilibrer l'autre partie du même système. Pas mal. Pas mal. Alors, bon, mon groupe était là en train de réfléchir et puis ils ont dit alors c'est quoi? Il n'y a pas de surprise, il y en a plusieurs de définitions. Hein, et à vrai dire, quand on cherche à définir ça, on se rend compte que tous les penseurs qui ont contribué à l'approche systémique, à la pensée complexe, à la pensée systémique, ont à un moment donné posé une définition de ce que ça pouvait être un système. Ce que j'ai remarqué dans ce que vous dites et dans ce que le groupe qui est avec moi a dit, c'est qu'à un moment donné, on se pose des questions sur complexe, sur vivant, etc. Il y a une typologie de système, il y en a plusieurs de systèmes. Donc, en tout cas, les deux définitions que je vous propose, moi, mais encore une fois, il y en a plusieurs. C'est des définitions que j'aime bien parce que la première, elle est facile à prendre dans sa poche et à retenir. Elle vient d'une personne qui s'appelle Joël de René, qui est un scientifique projectiviste français qui a contribué à la vulgarisation justement de la systémique en France. Entre parenthèses, j'entends systémie. À ma connaissance, systémie, ça n'existe pas, mais je suis à l'écoute si quelqu'un veut bien me prouver le contraire. Et donc, il dit simplement que c'est un ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisés en fonction d'un but. Je crois que globalement, sur l'ensemble des deux groupes, on a entendu à peu près tout ça, sachant que tous les mots sont importants, en particulier dynamique et organisé. Et puis, on a une autre définition de Donella Meadows, qui, elle, est une pionnière de l'écologie, qui a contribué à écrire un compte-rendu sur l'impact de la croissance sur l'écologie. Et qui dit que c'est un système, c'est un ensemble de choses. Alors déjà, elle est beaucoup plus large, ça peut être des gens, des cellules, des molécules, ou finalement quoi que ce soit d'autre, du moment que c'est interconnecté, de manière à ce qu'ils produisent leur propre schéma de comportement au fil du temps, donc une notion un peu temporelle là, qui vient se rajouter. Et puis elle rajoute aussi des précisions sur le fait que la structure de tout système, ce sont les relations entre les éléments, qui sont nombreuses, et qui forment des boucles, des couplages. Ce matin, on a eu Grégory qui nous a parlé de ces fameuses boucles. On en reparlera un petit peu aujourd'hui aussi. Et puis, il y a des effets dans ces systèmes qui peuvent être des effets d'ailleurs décalés dans le temps. C'est une des raisons, justement, elle parlait de l'impact à la croissance sur l'écologie. C'est une des raisons pour lesquelles on ne bouge pas, je pense. C'est que l'impact, on ne le voit pas. Au tenter, il ne se passe pas grand-chose pour nos petites vies. Mais effectivement, l'effet papillon qu'il y a sur le climat aura des effets dévastateurs un peu plus tard, même si ça a déjà commencé. C'est bien, je fais le lien avec Grégory et avec Gilles, c'est ça. Donc, je ne vais pas passer trop de temps sur le système parce que ce n'est pas l'objet, mais quand même, je voulais donner deux, trois infos. Alors, les trois grandes lois du système, qui sont la totalité, l'homéostasie et l'équifinalité. L'homéostasie, il y a un des groupes qui en a parlé, hein, que tout système va tendre à maintenir une position d'équilibre. C'est le principe de stabilité dynamique. La totalité, c'est le fait de dire que finalement, un système n'est pas la somme de tous ces éléments. On voit aussi un mot qui a été rajouté par Edgar Morin, c'est une qualité des systèmes, c'est une qualité émergente, on pourra en parler tout à l'heure. Et puis il y a l'équifinalité qui nous dit que finalement, à partir de conditions initiales identiques, on peut arriver à des conditions finales différentes. Et inversement, à partir des conditions initiales différentes, on peut produire des conditions finales identiques. On va s'arrêter là sur les lois du système. Et je vais aller un peu plus loin ensuite sur
sur finalement le fait d'appréhender les choses selon la typologie des systèmes. Alors, il y en a plusieurs typologies, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, en tout cas, c'est les systèmes complexes. Et je voulais quand même prendre le temps de faire la différence entre un système qui était plutôt de l'ordre du compliqué et un système qui est plutôt de l'ordre du complexe. Quand on a des problématiques à aborder face à un système qui est plutôt de l'ordre du compliqué, on va être dans une logique où on va pouvoir découper les choses, simplifier, disjoindre. On a un problème, puis on a un autre, on catégorise et on fait des hypothèses générales qu'on pourrait appliquer après. On est vraiment dans l'analyse, dans le monde du linéaire. Par exemple, une voiture, c'est un système qui pourrait être compliqué. Une voiture dans un garage, c'est un système compliqué. L'image qu'on peut prendre, c'est un plat de lasagne avec les choses qui s'empilent les unes aux autres qu'on peut décorréler et comme ça étaler sur une table. Dans le monde complexe, on est obligé d'avoir une perception des choses différentes. On va être obligé d'accepter la totalité, d'être dans l'observation, de reconnaître la singularité de chacun de ces systèmes qui peuvent bouger. On est davantage dans des systèmes qui sont autour de la circularité. Et un exemple, c'est le vivant. Tout à l'heure, j'ai entendu on est un système, on est un groupe, évidemment. Si dans ma voiture qui est dans mon garage est un système a priori simplement compliqué parce qu'on peut le décrire, on peut le prédire, je rajoute un humain à l'intérieur, là, ça va être plus compliqué. Je ne sais pas comment l'humain va réagir selon les événements qui se produisent. Donc, on est plutôt dans un système complexe et l'image, c'est plutôt un plat de spaghetti. On voit bien que ça va être assez différent du plat de lasagne. Si on commence à déjoindre, ça ne va pas marcher. On ne va pas pouvoir aborder ce plat de la même façon. On va être obligé de justement accepter notamment cette totalité. Donc voilà pour ces deux définitions. Ensuite, donc je vais tout de suite vous parler de la promesse de la conf, c'était de vous parler justement du courant de pensée de Palo Alto et comment on en est venu aujourd'hui avec ce mot systémique, l'école de Palo Alto, et comment je fais le lien avec l'agilité, ou comment on peut faire le lien. L'école de Palo Alto, c'est en fait une personne qui s'appelle Gregory Bateson qui va emmener un certain nombre de chercheurs à réfléchir sur des problématiques qu'il a trouvées communes. Et il va agréger quelque part un certain nombre de courants précurseurs dont je vais vous parler rapidement. Donc ces courants précurseurs, il y en a 4. Alors peut-être qu'il y en a plusieurs, je ne suis pas un grand spécialiste, mais il y a au moins ces 4-là. Il y a la théorie d'information, qui vient plutôt de Claude Shannon, qui est un ingénieur en génie électrique. Il y a le structuralisme de Ferdinand de Saussure, qui lui est un linguiste. Le structuralisme qui a notamment donné naissance à la Gestalt théorie et la Gestalt thérapie. Il y a la cybernétique de Dormer Wiener, qui est un mathématicien. Et puis, il y a bien sûr la théorie des systèmes, dont sont issues un certain nombre de définitions que j'ai citées avant. Qui a abouti en 1968 à la théorie des systèmes. Donc, tous ces courants-là, qui aujourd'hui continuent leur vie plus ou moins, qui ont donné eux-mêmes lieu à plusieurs mouvements un peu différents, ce qui est frappant, c'est qu'ils viennent tous de domaines scientifiques très différents. La linguistique, l'ingénierie électrique, les mathématiciens, la biologie. Et c'est une des caractéristiques justement de l'approche systémique, c'est le fait de pouvoir réunir plusieurs disciplines et d'y trouver des ponts. Et c'est ce que fait Gregory Bateson en fait, c'est son constat. Gregory Bateson, c'est un anthropologue, et donc il va étudier juste avant les années 50 certains peuples. Il va commencer à se poser des questions justement sur ces interactions dans ses recherches, et ce qui va l'amener à justement au début des années 50, à convoquer un certain nombre de chercheurs pour travailler avec lui, surtout sur le domaine psychothérapeutique. L'école Palo Alto, c'est une petite ville en fait qui est en Californie, et ils vont s'installer, alors s'installer pas vraiment à Palo Alto, juste à côté, et ils vont commencer un certain nombre de recherches. Et de ces recherches vont sortir un certain nombre de théories, de manifestes, etc., qui vont être le fondement de ce qu'on appelle l'approche systémique et interactionniste, qui va clairement révolutionner, le mot n'est pas faible, la façon d'envisager d'une part la communication
et d'autre part, les approches psychothérapeutiques, parce que c'est vraiment leur sujet de recherche au départ. Donc, ça commence en 1951 avec un manifeste de l'approche systémique et interactionniste où déjà, on va poser vraiment les bases de ce que c'est et qui va donner lieu à tout ce qui va suivre. Et notamment, on a parlé de, vous voyez les petits schémas ici. Alors là, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est la transmutation, je vais dire, de mon Google Sheet en PDF, mais sur les petites boucles à droite, il y a bien une flèche qui va de A vers B et une autre flèche qui va de B vers A. Qu'est-ce qui pose comme principe? C'est que la communication entre humains ou d'humain à groupe, ce n'est pas quelque chose de linéaire. L'information, elle ne fait pas de A vers B puis c'est terminé. La communication, en fait, elle est circulaire. C'est-à-dire que même si là, je ne vous parle pas et que je m'arrête de parler, il va se passer quelque chose chez vous. Donc déjà, non-communication, ça n'existe pas. J'envoie forcément une information, et puis cette information, vous allez la recevoir, et il va se passer quelque chose dans votre tête, et à votre tour, vous allez renvoyer une information. Alors, ça peut se passer très bien par le regard, mais aussi par les mots. Donc, le principe fondamental, c'est que la communication est circulaire, elle n'est pas comme ça, juste descendant de A vers B. Alors, ça paraît peut-être simple, et ça c'est vraiment une inspiration d'un des courants qui s'appelle la cybernétique, mais ça va tout changer. Et les deux principes ici qu'on retrouve dans la systémique, c'est le principe de feedback, donc de retour, hein, et puis de rétroaction à un moment donné où on va essayer de... Enfin, on ne va pas essayer, on va s'adapter à ce qu'on a reçu comme information. Après, en 1956, on va faire un autre pas avec une théorie de la schizophrénie, à laquelle aussi a participé Gregory Bateson. Et qu'est-ce que ça va nous dire? Ça va nous dire que finalement, ce ne sont pas tellement les individus qui sont malades, mais par contre, on a des systèmes familiaux, des systèmes sociaux qui ont participé à ce que la communication de cette personne soit pathologique. Et il prouve que la schizophrénie, en fait, ce n'est pas une pathologie. Donc, on remet en question, et ça, c'est aussi révolutionnaire pour l'approche psychologique, la normalité ou la anormalité, ça ne veut plus rien dire, en fait. C'est simplement la façon de communiquer qui a été construite dans l'enfance, notamment ce qui décrit, c'est l'enfance d'une jeune fille, qui fait qu'elle a construit son modèle de communication comme ça, et c'est ce modèle de communication qui ne fonctionne pas, en fait, cette interaction-là. Mais ce n'est pas la personne elle-même qui est malade. Okay. Donc ça aussi, c'est une révolution. Suite à ça, un peu plus tard, il y a la création du Mental Research Institute, qui aujourd'hui existe et qui a donné lieu à énormément de foisonnement intellectuel, notamment avec les thérapies brèves et les thérapies familiales. Parce que ici, on a parlé d'un système avec 2 personnes, et puis finalement, on arrive aussi à considérer un système avec plusieurs personnes. Donc, le système familial, c'est le premier. Donc, on va construire tout un tas d'outils autour de comment accompagner et soigner aussi les systèmes familiaux. Et puis, les thérapies brèves, pourquoi brèves? En opposition à tout ce qui est psychanalytique, qui est plutôt un processus qui est très, très long, hein, sur plusieurs années. Là, on va essayer de trouver des approches thérapeutiques qui sont plutôt courtes. Et donc, il y a tout un tas de gens qui ont participé à ça, notamment, par exemple, Milton Erickson de l'hypnose érectionnelle. Donc, voilà, pour resituer ce que c'est que cette approche systémique, il y a des courants de pensée qui viennent de plusieurs disciplines différentes, une espèce de prise de conscience de Bateson qui dit « Attends, mais ça, tout ça, c'est en relation avec la création de plusieurs livres ou de plusieurs publications qui font vraiment école pour le coup, qui remettent en question la façon dont on approche la psychothérapie. Et puis, on arrive à considérer ensuite le groupe. Et c'est là qu'on va commencer à pouvoir faire un lien avec d'autres choses qui se rapprochent au fur et à mesure de ce qu'on peut retrouver dans l'accompagnement et le coaching. Donc, les thérapies brèves et les thérapies familiales, c'est entre 1951 et 1970, c'est vraiment ça qu'on appelle l'école de Palo Alto, pardon. C'est ce foisonnement intellectuel qui est entre ces 20 ans-là. Quel est l'héritage finalement de tout ça? Énormément d'héritage. On retrouve la PNL, pour ceux qui connaissent, hein, la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, qui est elle-même une théorie de la communication.
l'école de Milan, où aussi on a la 5e discipline qui est souvent citée, de Peter Senge, sur l'organisation apprenante, bien sûr le coaching systémique, le consulting systémique. Donc voilà comment finalement, de la théorie des systèmes, en passant par l'école de Palo Alto, on commence à avoir des choses, notamment connectées à tout ce qui a été fait sur les thérapies brèves et les thérapies familiales, un questionnement sur un champ d'application qui est davantage celui des organisations et des entreprises. Donc. Alors, je me suis amusé du manifeste avec un. Okay. Je me suis amusé à voir qu'est-ce qui pouvait être agile, systémique dans le manifeste agile. Et finalement, quand on pioche un petit peu, la première phase, on voit, nous découvrons comment mieux développer des logiciels, etc. Découvrir, ça veut dire quelque part accepter qu'on ne le sait pas et qu'à un moment donné, il y a une forme d'incertitude, il y a une forme d'apprentissage. Et ça m'a fait vraiment penser à Peter Senge qui dans son livre La 5e discipline, nous dit l'école nous apprend à ne pas admettre qu'on ne connaît pas les réponses, dans le sens où on est formaté pour ça. Et donc, en ça, pour moi, le manifeste agile, déjà, pointe quelque chose de systémique, dans le sens où il vient balayer notre formatage et apporter un peu d'humilité sur la façon dont on va aborder les choses en équipe. On trouve aussi, ce qui est mis en évidence, la collaboration avec les clients plus que la négociation. La collaboration dans le sens où, oui, on va faire des choses ensemble, donc considérer le tout, comme nous le disait tout à l'heure, comme on l'a vu dans la citation, le tout est supérieur à la somme des parties. Alors, ça vient de Confucius, mais ça a été repris après. Mais la collaboration, plutôt que la négociation, c'est on fait les choses ensemble et on ne silote pas, finalement, avec un beau contrat au milieu, par exemple, entre les clients et les fournisseurs. Bien sûr, il y a la citation autour à intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, qu'on implémente souvent dans Scrum avec la rétrospective, qui m'a fait penser à la phrase de Don Lamilos qui dit qu'une analyse réellement différente et profonde est celle qui permet de voir comment un système est responsable de ses propres comportements. Donc pour moi, la rétrospective, c'est quelque part la boucle de feedback dont a besoin le système pour finalement pouvoir évoluer en fonction de ce qui se passe. Ça ne marche pas toujours, on a beau avoir parfois des rétrospectives, on retombe quelque part dans une forme de homéostasie. Et puis il y a aussi les individus et les interactions. Est-ce que c'est besoin de préciser, les interactions sont au cœur de la réflexion de l'approche systémique parce qu'elles s'approchent l'approche systémique et interactionniste. Et là, je reprends la phrase que j'ai un peu citée tout à l'heure de Paul Václavič, qui est donc effectivement quelqu'un qui a travaillé sur les thérapies familiales et qui fait partie de cette école de Palo Alto. Il n'y a pas d'individu malade en soi, mais des systèmes sociaux et familiaux, on pourrait rajouter entreprises, bien sûr, qui induisent des pathologies. Et là aussi, on peut faire le lien avec ce qu'on a vu autour d'Accelerate, puisque à un moment donné, on sait qu'effectivement, peut-être que tout ce qui est autour du DevOps, si ce n'est pas bien fait, ça peut générer, effectivement, on a dit, des burn-out. Enfin, l'adaptation au changement, plus que le suivi d'un plan, accepter cette incertitude. Edgar Morin disait que la complexité, alors comment je fais pour que la complexité doit être négociée avec l'incertitude. Quand vous allumez une allumette dans la nuit, elle éclaire certes une zone, mais elle nous montre surtout l'obscurité. Donc voilà, et je trouvais qu'il y avait un écho systémique assez flagrant. Finalement, on aurait pu aller un peu plus loin dans ce qui était proposé autour du manifeste agile. D'ailleurs, à la fin, il y aura un petit moment de questions. N'hésitez pas à rajouter votre perception, votre compréhension de tout ça. Ça serait intéressant de confronter vos avis. Donc, une autre promesse de cette conf, je sais à quelle heure on finit, là, juste pour le temps. 20 minutes. Il me reste 20 minutes. OK. Mais génial. Merci. Il me reste 20 minutes. OK. C'est de vous parler d'un accompagnement, je l'ai appelé agilo-systémique. Je ne sais pas si ce terme existe, mais ça me plaisait bien. Donc, vous présentez ça, un possible par terme d'accompagnement et puis un retour sur quelques expérimentations. J'ai mis une phrase là, je me demande pourquoi j'ai mis cette phrase. Ah oui, c'était simplement que c'est une citation en fait justement d'un livre qui s'appelle L'école de Palo Alto que je peux vous conseiller. Et à un moment donné, dans ce livre, on parle justement
du champ d'application des organisations par rapport à cette approche systémique. Et on cite effectivement une phrase où on dit « On part du principe, comme en thérapie familiale, que le seul un regard neuf extérieur arrive à percevoir la logique néfaste du fonctionnement et à favoriser un changement. » Et donc, on commence à aborder finalement ce que c'est qu'un consultant systémique. La phrase que j'ai dit juste avant, je pense qu'il y a plein de coachs agiles qui auraient pu y souscrire sans aucun problème. Donc là, on voit aussi un lien qui est évident, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, écoutez, il y a un client qui m'appelle, donc c'est vraiment un vrai client. J'espère que j'ai bien barré tous les noms. Qui vient et qui a un projet qui est en difficulté, tout simplement. Ils ont un échéance dans 3-4 mois, c'est compliqué, ils ont fait une équipe agile, ça ne livre pas, on sent qu'on va prendre le mur. Et il me dit, voilà, j'ai besoin que tu m'aides. OK, alors la première question à poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et surtout pas commencer à raconter des histoires de oui, en agilité c'est comme ça, en Scrum c'est comme ça. Je fais une petite ferme à parenthèse, mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Pour les coachs agiles, c'est certainement la meilleure question qu'on peut poser quand il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Et puis il me décrit un petit peu sa perception en fait du problème et de ce qu'il voit. J'insiste sur le fait que c'est sa perception à lui. Donc il me dit ben voilà, il y a trop d'intermédiaires, on est un peu scolaire, on manque de pragmatisme. On manque de vision, on n'est pas assez rapide, pas assez efficace, il faut accompagner un tel, il faut créer du lien, etc. Je questionne sur la transparence, la confiance. Bon, je fais un petit résumé de ma compréhension de ce qu'il pose comme diagnostic. C'est mon sponsor, je suis obligé d'en tenir compte et c'est intéressant. Cependant, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'il est dans le système lui aussi. Et une des premières choses sur laquelle il faut être vigilant quand on a une approche systémique, c'est justement de prendre un peu son hélicoptère, de rester en haut et donc de ne pas se limiter notamment à l'observation des sponsors. Alors comment? Simplement en allant interviewer aussi les autres pour qu'ils nous partagent eux aussi leur perception un peu du système, qui reste une perception avec tout ce qu'il peut y avoir d'erreur. Et puis on a vu aussi que ça se logeait dans l'interaction. Donc c'est insuffisant aussi. Il faut aller observer les interactions qu'il y a entre les personnes. Parce que c'est là que ça se joue aussi. C'est les interactions qui sont plutôt pathologiques que le système finalement conduit à, ce ne sont pas les gens. Donc surtout ne pas rester focus sur les personnes. Et puis enfin, ce que je me suis amusé à faire, c'est poser un premier diagramme qui est très imparfait, hein, c'est vraiment la première réflexion, sur est-ce qu'il n'y aurait pas une boucle? Tout à l'heure, on a parlé de boucle. Alors les boucles systémiques ne sont pas forcément négatives dans le sens où elles perturbent le système, mais elles peuvent l'être. Donc, j'ai greffé mes observations. Donc, la première, c'est qu'il y a des équipes qui sont côté client et qui pointent du doigt le fournisseur, puis inversement. OK. À quoi j'ai vu ça? J'ai vu qu'il y avait des sarcasmes. J'ai observé aussi qu'il y avait des questionnements sur les responsabilités des uns et des autres, du finger pointing. Qu'est-ce que ça peut impliquer? Ça peut impliquer que finalement, le niveau de confiance et de transparence, il va plutôt baisser. Hein, si on commence à se dire non, c'est de ta faute, non, c'est de ma faute, etc. Voilà, c'est une hypothèse. Je crée des hypothèses comme ça. Je crée un enchaînement d'événements qui peut-être aussi peut impliquer que finalement, il y a un clivage client-fournisseur qui silote l'équipe. Parce que je vois que finalement, les cérémoniaux, chacun les fait dans son coin. On fait la rétrospective dans son coin, on fait le daily meeting dans son coin. Et puis, qu'est-ce que ça peut impliquer? Ça, peut-être que l'équipe, finalement, elle sous-performe. C'est justement parce qu'ils sont silotés. Effectivement, je constate que les incréments logiciels sont insatisfaisants et tout le monde est d'accord pour le dire. Et si l'équipe est sous-performe, ça me paraît logique que le manager s'inquiète et qu'il mette un peu la pression. Et je l'ai constaté aussi, il fait des réunions sommées, il convoque les gens, il vient à droite, à gauche, il fait des mails fréquents. Et peut-être que ça conduit aussi quand même finalement à se dire, tiens, alors là, il y a le manager qui est là, j'ai peur, donc c'est pas moi, c'est lui. C'est très imparfait, on pourrait y trouver plein de choses à redire, mais c'est mon premier jet. Une fois que j'ai fait mon premier jet, je me dis, tiens, peut-être qu'on va pouvoir préciser des choses. Alors ça, c'est juste un sous-ensemble de ce qu'on pourrait dessiner, mais je prends un peu de recul en trouvant une forme d'abstraction de cette description-là, et puis je cherche à décrire une partie en particulier. Et donc là, je me dis, voilà, si chaque partie pointe du doigt la responsabilité de l'autre, les deux parties, en conséquence de ça, sont pas enclines à collaborer. Et donc, du coup, les rétrospectives, ça me semble logique qu'ils aient décidé de ne plus les faire ensemble, parce qu'au bout d'un moment,
Ils en avaient marre de se taper dessus, donc il y a eu une réaction logique à ça. Et finalement, si les rétrospectives sont faites séparément, bah, du coup, ils se disputent les choses. Et puis, s'ils se disputent les choses, il y a forcément une forme de relation de eux et nous qui s'installe. Et cette relation de eux et nous, certainement aussi qu'elle fait qu'elle va renforcer le fait que chacun pointe du doigt l'autre. Donc, il y a quelque chose qui tourne en rond comme ça et qui s'amplifie et qui fait qu'on voilà, on en vient à d'abord faire les rétros séparément et puis après, on commence à pointer du doigt encore un peu plus et puis il y a des sarcasmes, etc. Et j'ai appelé ça une logique de silo. Hein, on s'éloigne les uns des autres. Donc, l'idée, c'est de retrouver une boucle, mais qui est plus vertueuse. Et la boucle vertueuse, c'est plutôt d'aller vers une logique de co-responsabilité. Et donc, on peut s'amuser à réécrire cette boucle vertueuse. Ben voilà, si les responsabilités communes, si on a une responsabilité commune des résultats du projet, ben certainement qu'on aura davantage envie et certainement besoin de coopérer. Et donc, on aura envie de participer à la rétrospective. Et donc, on sera d'autant plus enclin à être authentique dans nos transactions, puisqu'on se connaîtra mieux et puisqu'on travaillera ensemble. Et donc, il y aura une cohésion de groupe qui sera plus forte, et donc etc. L'idée, voilà, c'est de pouvoir changer de logique. Alors maintenant, comment on fait une fois qu'on a fait ces hypothèses, parce que ça reste des hypothèses? Eh bien, ce qu'on a fait dans ce cas-là, en tout cas, c'est proposer des actions claires, avec une logique combinatoire, c'est dans le sens où on va attaquer plusieurs morceaux de la boucle et pas qu'un seul. Une erreur qui pourrait être tiens, ils ne font pas les rétrospectives ensemble. Mais ouais, mais dans Scrum, il faut faire les rétrospectives ensemble. Alors voilà, c'est ça le problème. Est-ce que ça aurait réglé le problème? Pas forcément. Par contre, dire ouais, ok, on va faire des rétrospectives ensemble, on va faire des délimiting ensemble, mais on va aussi stopper les sarcasmes. On va aussi stopper l'intrusion managériale. On va aussi s'aligner sur un certain nombre de vocabulaires où à un moment donné, on n'était pas au clair, on n'avait pas sorti les cadavres du placard sur ce que ça voulait dire ça, ou ce que veut dire ça. Donc, l'aspect combinatoire et l'aspect partagé, dans le sens où ces actions, on embarque les gens là-dedans pour les faire avec nous, ce n'est pas imposé, fait que finalement, sur un projet où à un moment donné, sur 3-4 mois, on se disait que c'était foutu, il y a eu un vrai renversement de situation parce que les gens ont pris conscience ensemble et qu'on a pu justement, de manière combinatoire, attaquer plusieurs problèmes en même temps qui ont fait qu'on a pu changer de logique. Si je vais un peu plus loin, dans ce bouquin dont je parlais tout à l'heure, l'école de Palo Alto, on nous parle justement de ce que ça peut être un consultant systémique. Et quand j'ai lu ça, je dis mince, mais finalement, c'est quasiment ce que j'ai fait, alors qu'à l'époque, je ne connaissais pas bien la systémique. Mais élargir le contexte relationnel, c'est-à-dire que de ne pas entrer forcément dans le point de vue d'une personne, mais prendre son hélicoptère pour voir la globalité du système, ne pas disjoindre, c'est le premier élément qu'on nous propose dans effectivement l'approche d'un consulting systémique. Situer les acteurs dans un modèle de circularité, c'est-à-dire miser sur l'interdépendance des gens, donc faire ensemble, pas forcément dans la confrontation, mais la co-responsabilité, et donc partager les actions, et puis procéder à un recadrage systémique, proposer une nouvelle façon de regarder le problème, et c'est ça, c'est changer de logique. Se dire maintenant on arrête de faire du eux et nous, on fait de la co-responsabilité et on essaye de se mettre en action. J'ai rajouté dans la mesure où c'est compatible avec la vision du client parce qu'on a toujours cette confrontation avec notre mandat d'accompagnant. Il faut que j'appuie sur cette touche. Donc, juste quelques petits warnings, je me suis dit à la fin ça peut être intéressant. On est dans le système quand on accompagne, même si on essaie de rester sur notre hélicoptère d'un point de vue assez haut pour voir la globalité. On est dans notre système, on est confronté aussi à notre propre expérience, à nos propres émotions. Donc, il faut être très vigilant sur comment nous, on réagit par rapport à ça. On est limité par la prise de conscience du sponsor. Selon lui, le niveau de conscience, de la compréhension de ce que ça peut être un système, par exemple, ça peut être compliqué d'aller plus ou moins loin. Ça reste tout ça des hypothèses. Je suis assez à l'aise avec le fait de poser ces hypothèses, mais à un moment donné, on peut se tromper, on peut rater la cible, clairement. Hein. Tout à l'heure, on a vu Alexandre qui parlait de proposer un jeu. Des fois, ça ne marche pas parce qu'on fait l'hypothèse que ce jeu va déclencher quelque chose, mais ça reste une hypothèse. Et quand on fait une rétrospective, qu'on dit tiens, on va faire telle action pour s'améliorer, ça reste une hypothèse. On ne sait pas si ça va marcher. Donc, il faut être assez humble aussi, surtout que parfois, il y a des leviers qui sont assez inaccessibles, qui sont difficiles. Parce qu'il y a des sujets politiques, parce qu'on n'a pas le mandat, etc.
Et parfois, ce sont des gros leviers qui vont faire des vrais changements, et même si on le sait ou qu'on le sent. Voilà. Rupture douce ou pas, j'ai mis ça parce qu'effectivement, souvent dans le changement, de manière globale, on entend souvent deux écoles. Bon, allez, c'est la révolution, on casse tout, ça va être dans la violence, on va tous souffrir, mais au moins il se passera quelque chose. Ouais. Et puis il y en a d'autres qui disent, ouais, on va y aller petit pas par petit pas. Alors, j'ai pas la solution du tout. Hein. Je pense que ça dépend des contextes. Petit pas par petit pas, ça a des avantages parce que c'est certainement moins violent, mais c'est aussi certainement plus lent. La révolution, c'est certainement beaucoup plus rapide, mais probablement parfois plus violent. Alors, ça dépend les moyens qu'on a, ça dépend les échéances qu'on a. Si on est en train d'aller dans un mur, à un moment donné, il faut pouvoir agir vite. Si vous êtes dans un train qui fonce à toute allure et qui va dans un mur, vous allez sauter, ça va vous faire mal, mais à un moment donné, voilà, le choix est vite fait. Voilà, c'était juste pour vous dire qu'il y avait une partie, en tout cas, de mon point de vue aujourd'hui, de ma compréhension de ce sujet, où il y avait beaucoup d'incertitudes sur les hypothèses qu'on pouvait formuler. Je vais essayer de terminer rapidement pour qu'on ait le temps pour les questions. Pour moi, appréhender l'approche systémique, c'est vraiment appréhender d'abord, quand on aborde ce problème, une forme d'incertitude parce que c'est très foisonnant, on ne peut pas mettre les choses dans des boîtes, c'est très vivant, un peu comme l'agilité, c'est quelque chose qui évolue en permanence. Je me suis posé la question, finalement, si l'agilité, ce n'était pas elle-même un courant de l'approche systémique. Je ne sais pas répondre à cette question, mais ça peut être un débat que vous pouvez vous poser dans le groupe. Intuitivement, pour moi, ça paraît évident. À chaque fois que j'aborde ces sujets, je dis mais oui, mais bien sûr, etc. Par contre, à manipuler, c'est plus compliqué. Ça demande un peu d'exercice et beaucoup de lecture et beaucoup d'interactions aussi avec des gens qui connaissent les sujets. En tout cas, ce qui est sûr, que ce soit l'agilité ou la systémique, c'est vraiment un changement de paradigme par rapport à la société occidentale qui est formatée au travers de l'école par effectivement une approche très linéaire, très déterministe. Et c'est souvent ça qui pose problème aussi dans le changement qu'on va apporter dans les entreprises, parce qu'on se retrouve avec des gens qui ont ce qu'on appelle la double contrainte, hein, qui est un élément de justement la théorie de la schizophrénie, c'est-à-dire qu'on a une proposition de vivre dans un mode complexe, d'aborder les choses sous l'angle agile, et puis finalement un fonctionnement de groupe qui est ancré dans un fonctionnement traditionnel. Et je me suis posé la question de savoir si tout coach agile devrait avoir les bases pour parfaire son approche. De mon point de vue, c'est très très utile. J'aurais plutôt tendance à dire oui, mais à vous de vous faire une idée. Voilà, j'ai terminé. On va peut-être prendre un peu de temps pour les questions. Je vous ai mis ici quelques-unes des références. J'ai beaucoup aimé l'école de Palo Alto, qui est vraiment une ressource phare dans ma conf, parce qu'elle a construit ma compréhension de ce que ça pouvait être. Après, il y a énormément de bouquins. Je les ai bien sûr pas tous lus et énormément de ressources. N'hésitez pas à me donner un feedback sur Klaxoon. Il doit manquer le code d'ailleurs. Tiens. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles j'aurais le plaisir de répondre? Moi, j'ai une question. Comment tu te rends compte qu'ils sont dans une homéostasie? Comment tu le vois que le système est dans une homéostasie, qu'il n'arrive pas à... Alors, l'homéostasie, c'est le système, il va toujours essayer de toute façon de se stabiliser. Ouais. Mais ce n'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est surtout si à un moment donné, il y a un dysfonctionnement, quoi. Okay. Et ça, le dysfonctionnement, en général, on t'appelle parce que ça ne marche pas, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avoue que c'est l'approche par l'hypothèse. Où, au bout de... Est-ce que du coup, quand tu fais ces audits, enfin ces photos de l'existant, est-ce que ça t'arrive de les faire à plusieurs pour être sûr justement de ne pas prendre, d'avoir un biais et du coup de partir sur une hypothèse sur les a priori que tu pourrais avoir? Ou au bout de combien de temps tu t'autorises à formuler des hypothèses? Est-ce que tu attends la fin des entretiens? C'est une super question. La réalité de l'accompagnement, c'est que ça dépend un peu de l'aspect, comment dire, de la contrainte en fait. C'est-à-dire,
le temps qu'on a à disposition pour faire ça, le temps qu'on y consacre, la disponibilité des gens. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Plus on partage notre carte là, de ce qui peut se passer, plus c'est intéressant. En plus, ça peut provoquer justement des prises de conscience. Ça peut provoquer aussi le fait que les gens aient un regard systémique justement sur ce qui se passe. Donc ça m'arrive quand j'ai le temps ou même en atelier à un moment donné. Après, dans ce cas-là, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas le temps, clairement. Ce diagnostic, je l'ai fait en une semaine et demie. Mais c'est plus facile à faire sur des petites équipes parce que voilà, si on est 5 ou 6, on peut faire des interviews sur tout le monde. Et après, on croise tout. On peut utiliser aussi des canevas qui sont d'ailleurs basés sur la systémique. Notamment, il y en a un qui s'appelle l'AMID de Lucy Gill. Et donc, déclencher ça rapidement. Après, sur les plus gros systèmes, c'est beaucoup plus long. Donc, effectivement, c'est à un moment donné, en ce qui me concerne, c'est peut-être une façon de me réfugier, de me protéger, mais aujourd'hui, je suis sur un gros programme et je cherche à avoir une forme d'intime conviction, en fait. Où à un moment donné, je sens que les gens ont besoin, il y a un appel à action, en fait. Donc, c'est vrai qu'entre effectivement les hypothèses qu'on pose et le moment de l'action, je remets ça plutôt dans les mains des clients parce que c'est eux qui décident. Et des fois, c'est un peu long, mais ça reste du coaching. Donc, l'idée, c'est aider les groupes à prendre conscience et à se responsabiliser. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas nous qui devons passer à l'action. C'est pas une envie d'action, c'est que ce n'est pas le moment. Et je me dis tout le temps que quand les gens passent à l'action, c'est qu'ils ont pris conscience d'eux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, s'arrêter là, là. Ben, merci en tout cas. Moi, j'étais très content de partager ça avec vous. Merci beaucoup. Ouais. Et puis à bientôt, j'espère en vrai. Merci beaucoup en tout cas, Olivier, pour cette conférence. Merci à tous de votre présence. Et c'est grâce à vous si Agile Lyon a pu se faire comme ça. Comme Olivier, je vous souhaite une bonne continuation. J'espère également à l'occasion vous voir en présentiel, ce serait sympa. Et puis, Olivier, à bientôt pour la 3e mi-temps. Salut. Merci. Merci.